14h03, on va commencer. Je pense D'accord. qu'on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Voilà. Alors, on a commencé tout doucement à partir un peu dehors d'Alsace. Je vous vais ramener en Pologne. Là, on part dans le sud. Mais je ne pars pas de Oran. On ne part pas à Colmar, mais on part un peu plus dans le sud. Et d'abord, Emma, merci beaucoup pour le sujet, pour l'idée et les contacts. C'est super. Voilà. Merci à toi d'organiser. Ben, c'est avec un grand plaisir. Je pense que l'émission de Zoom va nous faire découvrir un peu de tout, des patrimoines juifs ici en Alsace, mais un peu partout en France, ailleurs en Europe. Et j'espère partir un peu plus loin aussi. Voilà. On a déjà une programmation qui va continuer vers 2, 3 semaines. Alors, restez avec nous. Voilà. Alors, je vais couper le micro de tout le monde et on va commencer. Alors, ça c'est bon. Alors, Alain, Oui, voilà. Vous m'entendez? Ça marche? ça marche. C'est parfait. Voilà. Alors, on va commencer. Je pense qu'il y aura beaucoup d'intervenants et beaucoup de gens qui aimeraient des choses à dire. Et on va garder ça pour plus tard. Et on va commencer peut-être avec la présentation. Et tu me dis à quel moment je passe. D'accord? Voilà. Donc, Voilà. Alors, je te laisse d'abord te présenter, peut-être toi, ta famille et toute l'équipe oui, est-ce que je peux dire ex-alsacien tu peux le dire, mais encore un peu. voilà, c'est une partie. Je suis encore un peu pas mal alsacien. Hein. Donc, Voilà. voilà, je suis né à Sarrebourg. J'ai fait mes études à Strasbourg. Et ensuite, bon, je me suis fait prendre l'assaut par une épouse qui est une rapatriée d'Afrique du Nord et qui habitait à ce moment-là à Carpentras. Donc j'y suis allé. Vous entendez pas de micro. Hein. Je pense qu'il faut parler un peu plus fort, plus proche au micro. Bon, d'accord. Voilà. Bon. On a entendu, Alors, mais ils vont mieux parler plus fort. donc je suis parti sur Carpentras au début des années 60. Et puis, ma foi, il y avait le soleil, les cigales et le mistral et la synagogue. Donc, je suis resté à Carpentras. Voilà. Actuellement, donc, bon, je suis à la retraite depuis un petit moment. Avec mon épouse, on s'est consacré à la synagogue. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un grand érudit dans le judaïsme, mais bon, on est tombé amoureux de cette synagogue et puis on s'occupe donc de la maintenir en état et également de en faire profiter les visiteurs. Parce que nous sommes un monument historique et nous faisons visiter. Nous avons environ 10-12 000 visiteurs par an. Donc c'est un travail, bien sûr, ça c'est le côté patrimoine touristique, mais nous avons également donc une communauté avec des offices tous les Shabbats, pas toujours le Shabbat matin, mais le vendredi soir, nous avons régulièrement des offices et bien sûr, toutes les fêtes religieuses juives sont commémorées sans problème. Voilà. Ça vous Merci. suffit? Alors, je propose qu'avant qu'on commence à montrer les photos et parler de tout, on va montrer les petits films que j'ai trouvés et qui durent, je pense, 1 minute et demie, 2 minutes max. Oui, d'accord. Voilà.
Voilà. Voilà, bon, ben là, vous avez trouvé un petit film que je ne connaissais même pas, bon, C'est vrai? qui est très ancien, hein, parce que depuis, des travaux de restauration ont bien changé un peu les ruines que l'on voit vers la fin. D'accord. D'ailleurs, on est en restauration permanente depuis au moins 15 ans. Il y a eu, et on n'a pas fini de restaurer. On est en train d'aménager 2 salles au sous-sol, très anciennes salles qui serviront par la suite de bibliothèque et de muséographie. Donc, c'est pas terminé. Voilà. Alors, je propose qu'on va commencer à montrer quelques photos qu'on a préparées. Et Oui. peut-être on peut discuter voilà, étape par étape. Et on a plusieurs choses à voir là-bas. Donc, vous Alors, voyez, édifié 1367, on a fêté les 650 ans de cette synagogue il y a 3 ans. Reconstruite l'étage en 1741, remise en état en il faut parler un peu 1929. plus fort. Voilà, bon, Ouais. ok. Ça va? Oui. Ça va? Alors, les choses Ok. qu'on voit maintenant, c'est une plaque qui est à l'extérieur, non? Cette plaque est à l'extérieur. En haut, ceci est la porte qui conduit vers l'Éternel, les justes la franchiront. On le retrouve également au fronton de l'Héral. Voilà. Alors, je vais continuer à passer. Oui. Voilà. Alors, la synagogue, c'est le bâtiment qui est là. C'est bien ça? Alors là, c'est le devant de la synagogue. Vous voyez que c'est un bâtiment assez modeste. Vous voyez la porte d'entrée principale avec un petit panonceau qui annonce les heures de visite. Vous avez sur la gauche de votre écran une petite porte qui conduit également à l'intérieur de la synagogue, mais là nous avons surtout vous installez une cuisine cachère. Et tout D'accord. ce qu'il faut, parce que de temps en temps, on fait des entrées principales Chouda, des cédères, donc voilà. Et sur la droite, On vous attend plus. Alain? Ah, je pense qu'il y a un petit problème là. Alain? Voilà. Alors, juste un instant. On va voir qu'est-ce qui se passe. Bon. Pour l'instant, Jean-Pierre, tu peux continuer avec nous? Alors, attends, on ne t'attend pas. Maintenant, Ok, c'est bon, je suis activé. voilà. Donc là, vous avez la façade. Donc le bâtiment est petit, hein. C'est pas une très grande synagogue. Donc la date officielle de création, c'est 1367. C'est l'emplacement. On voit plus grand-chose de l'époque. Sauf que, d'après un auteur spécialiste du Moyen-Âge, c'est une synagogue qui avait déjà la même distribution. C'est-à-dire une synagogue au premier étage. Alors pour les Alsaciens, ça vous rappelle Pfaffenhofen, pour les gens d'Aubernais, etc., etc. Il y en a beaucoup. Dans des coins un petit peu où les Juifs sont un peu en péril, on ne construit pas de vraies églises, on construit des synagogues en étage intégrées dans un centre communautaire. Donc tu peux continuer. Vas-y, Yoav. Donc là, on est à l'intérieur, donc il y a pas mal d'années, je pense. On regarde vers l'ouest, et ce que vous voyez en hauteur, c'est
la mémoire. Alors, oui, enfin, la bima, plutôt la chaire. La bima doit être en hauteur. Et effectivement, dans pas mal de synagogues, à Venise, mais aussi dans le comte Venessin, elles sont complètement à l'arrière. Les hommes sont en bas, ils entendent la voix qui vient du ciel, mais derrière eux, à l'opposé de l'Arche Sainte. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez pratique, puisque étant assis sur les côtés, vous tournez d'un côté, vous êtes à l'Arche Sainte, de l'autre côté, vous avez la bima, et donc ça évite d'avoir des... de tourner l'œil. Alors vous l'avez beaucoup en Italie, vous l'avez effectivement également à Carpentras. C'est probablement pas des 1367, c'est le 18e siècle de la Restauration. Suivante. C'est le logo de la synagogue. Oui. Alors ben, ça c'est très beau. Le logo de la synagogue, donc ça c'est l'Arche Sainte qu'on va voir après, je pense, Oui. côté est. Donc sur un bâtiment qui est petit. Alors c'est extrêmement monumental. Donc là vous voyez l'Arche Sainte à droite, toute la longueur des hommes. Donc vous voyez qu'il y a 2 bancs, il doit y avoir 6 bancs, plus des bancs qui vont vers l'Arche Sainte. L'Arche Sainte à droite, entourée comme il se doit d'une barrière, hein, puisque c'était on n'allait pas aux tables de la loi, donc il y a toujours la barrière métallique, comme partout. Et ce que vous voyez au fond, les 3 grilles, c'est les femmes. Les femmes qui au départ étaient en bas, au sous-sol, et qui avaient une trappe, je pense, comme un cavaillon, pour écouter l'office. Donc c'est vraiment pas très bien au Moyen-Âge. Hein. Au Moyen-Âge, être femme dans le judaïsme et aller à l'office, c'est à peu près incompatible. Et là, on va les mettre sur le côté, avec, vous voyez, des clairvoies extrêmement obscures. Là, nos rabbins, la mérite à Strasbourg est bien préférable, quoi que j'en pense. Donc les Ça femmes veut sont dire en que les bas. femmes étaient là, dedans. Dans les trois, derrière les trois arcs, les arcs brunes. D'accord. Elles étaient là derrière. C'est assez petit, c'est pas très grand. Je ne sais pas où elles sont aujourd'hui. Je pense qu'on les met en haut ou ailleurs, je ne sais pas. Mais au départ, elles étaient là. Hein. D'accord. Suivante. Donc là, on voit l'Arche Sainte, qui est absolument splendide, qui est l'Arche Sainte du XVIIIe siècle, avec des lustres de toute beauté. Alors vous voyez que ce n'est pas des lampes juives, hein, c'est pas lampe alsacienne, c'est un lustre de type hollandais, qu'on retrouve très très souvent dans les synagogues. Normalement, on voit 2 ribonymes qui sont dans le coin, et on voit effectivement une menorah, puisque c'est la partie qui correspond au Saint des Saints. Donc il y a la menorah pour les lumières, alors, là c'est dans Hanouka bien sûr, etc. Donc, et l'Arche Sainte là, avec un rideau et derrière une porte, comme partout. Alors, les choses que j'ai appris qu'il faudra confirmer, qui est très, très intéressant, en fait, le seul marbre qu'on a dans la synagogue, c'est les 2 marbres noirs. Oui. Ici. Tout le reste, c'est tout du trompe-l'œil. Hein. C'est tout, Voilà, tout le reste, c'est du stuc, hein, le reste. voilà, c'est C'est absolument incroyable. magnifique. Hein. C'est absolument magnifique. Et au-dessus, donc, l'étage, on le verra peut-être tout à l'heure, j'en sais rien. Oui. Au-dessus, vous avez un étage avec une galerie des hommes, je pense que c'est pour les hommes, qui est très très grande. Hein. Là, vous avez la chaise, alors ce qui est assez intéressant, vous avez la chaise du prophète Élie. Comme dans toutes les synagogues du comte Venessin, le prophète Élie assistait à l'office. Enfin, il pouvait s'asseoir s'il voulait. Donc vous l'avez pas en Alsace, mais vous l'avez systématiquement en Provence. Je ne l'ai jamais remarqué en Italie, qui se rapproche quand même beaucoup, mais j'ai pas fait attention peut-être. Hein. Là, la menorah, vous voyez. Alors qu'il y a une menorah, c'est pas une Hanouka, ce qui est assez rare et assez étonnant dans une synagogue. Là, je découvre des détails que, bon, j'y ai passé quelques heures, mais quand même, j'en découvre. Suivant. Donc, cette fameuse Hanouka, donc, qu'aujourd'hui, on penserait plutôt une menorah. Et vous en avez un peu partout. Alors, ce que vous voyez, c'est depuis en bas, depuis la chaire de l'officiante, donc en haut, vous voyez la voix vient de derrière. Mais comme vous êtes assis sur le côté, il suffit de tourner la tête. Et ça représente effectivement la partie surélevée du temple de Jérusalem. Ça voudrait. C'est ce qu'on dit en général, on va dire. Suivante. Vous la revoyez de nouveau avec un baldaquin au-dessus. Donc, ça, c'est donc la table de lecture. Hein, où on monte la Torah. Donc, on va chercher la Torah en bas, on la monte en haut, on la lit, on la redescend. Je pense. Moi qui la lise devant, je ne suis pas sûr. Voilà. On a encore un problème technique avec le Zoom.
Mais c'est le choupa que j'ai appris que le mariage a été fait il y a 1 an dans la famille de Fruit. C'est une pas neuve, hein, elle n'est pas ancienne. C'est pas une Voilà. roupa ancienne, On visiblement. était il y a 1 an à peu près. Oui, il y a 1 an, en juillet, début juillet. Voilà, c'était un mariage de ta sœur, non, Emma? Oui, c'est ça. Donc là, Ah. visiblement, il y a quand même le pupitre, donc je ne sais pas s'il est blanc. Emma, est-ce qu'on utilise pour lire la Torah, est-ce qu'on utilise le pupitre ou on la monte en haut? Le pupitre. Là, tu as une. C'est pour le mariage, ça avait été installé, la table, là? Non, elle est en général placée là et c'est là qu'il y a la lecture. En général, c'est Alors, pas la en haut. lecture se fait là, donc, regarde. Oui, Donc on ne monte pas la Torah en haut pour lire d'en haut. non. Est-ce qu'on utilise toujours, est-ce que l'officiant fait toujours l'office depuis en haut ou est-ce que maintenant il s'est mis au niveau. Il s'est mis au niveau de l'Assemblée. Oui, comme ça les femmes peuvent le voir parce qu'en haut, elles ne Oui, verraient c'est rien. ça. Ok, Ça mais veut dire que c'est les pas- femmes. c'est une moderne, hein, c'est moderne comme disposition. Oui, Ok, on D'accord. avance peut-être. Hein. Voilà. Bon, on voit pas très bien cette photo, mais c'est magnifique l'escalier. L'escalier est absolument de toute beauté, donc on va monter là de manière extrêmement. Et en bas, alors, il y a une espèce de. Je sais pas, je sais pas. Je pense alors qu'en bas, c'est pour poser. On a exactement la même à Cavaillon. Je pense que c'est un endroit où on posait le rouleau de la loi quand on avait fini de le lire. D'accord. Mais je ne suis pas sûr. Hein. Mais on a exactement la même. Ça ne m'avait pas frappé non plus à Cavaillon. Et à Cavaillon, on a été incapable de me dire à quoi ça servait. Donc voilà, toujours l'Arche Sainte. Et l'arche est là, l'Arche Sainte vue de côté, avec 2 oculus, excusez du peu, qui sont donc pareil, toujours des petits oculus à l'est. Je ne sais pas par contre si là-bas ça sert aussi à savoir qu'il fait jour ou nuit, je ne sais pas. Je ne peux pas vérifier. Donc là, c'est une salle, c'est vu d'en haut. Donc sur cette tribune, on est rigoureusement donc symétrique, comme vous voyez. Donc une tribune tout en haut qui normalement n'était pas faite au départ pour les femmes en tout cas. Ah, c'était pas prévu pour les femmes? Non, non. Alors, c'était prévu pourquoi? Je ne sais pas, les femmes sont en bas. Ça aussi, c'est une des questions que je me suis posée après l'avoir visité, mais je n'ai pas eu de réponse. Bon, on va voir plus tard. Peut-être quand il y avait beaucoup d'hommes, on en mettait en haut. Voilà, je suis de nouveau parmi vous. Ah, super. Ah, merci, M. Freund. À vous de jouer. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Alors, est-ce qu'on vous voit tout lentement? Je pense qu'il y a un problème avec l'Internet. Je pense que j'avais pas assez de débit, en fait. Il y a Internet très faible. Hein. Voilà. Non, mais là, j'ai changé d'ordinateur. D'accord. Alors, Donc, il est un peu pouvez, petit, mais on va continuer à partir d'ici. voilà. Bon, ici, vous êtes bien sûr dans la salle de prière, dans la partie où sont assises les femmes. Cette salle de prière a été rénovée en 1741. Ça a duré quelques années parce que le reste, avant la salle de prière, tombait en ruine. Donc, ils ont été obligés à l'époque de la reconstruire finalement. Elle a été reconstruite à cette époque. Alors là, vous voyez le côté où actuellement les dames se tiennent. Auparavant, peut-être on le verra certainement tout à l'heure, elles étaient à l'étage dessous. Et au moment de la restauration de cette synagogue, les femmes ont pu monter à l'étage et se sont retrouvées derrière les claustras que vous voyez ici. Donc les femmes étaient ici derrière et du côté messieurs, il y avait aussi des claustras à ce niveau-là. Auparavant, donc, elles étaient en bas et devant le hérald, il y avait une grille. Elles priaient dans la salle du sous-sol et elles entendaient l'office, tout simplement l'office qui se déroulait à l'étage.
Alors, Voilà, cet éloignement- ces banques. Pardon? non, je disais, cet éloignement des femmes en dessous ou dans une pièce à côté complètement fermée, c'est la tradition de toutes les synagogues médiévales C'est ça. depuis Worms en 1213. Hein. Oui, oui, oui. Donc, et ça, c'était jusqu'en 1741, ensuite, derrière les claustras ici, et voilà. D'accord. Je continue. Les sièges que vous voyez là, ce ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui, ben, on les voit ici. On a remeublé la synagogue. L'escalier qui se trouve à gauche monte à l'étage et c'est là que se tenait, il y avait une teva et le rabbin se tenait à cet étage. C'était pas une volonté de la communauté, c'était une volonté de l'épiscopat qui avait demandé aux rabbins juifs d'être Ah, ça recommence. Oui. Bon. Alain, est-ce que tu m'attends là? Enfin, c'est typiquement italien comme disposition, alors l'étage pour le rabbin. Bon, mais c'est à Brumat, on ne trouve pas la même chose, mais on trouve aussi Non, une autre. Brumat, il a carrément une chaire à prêcher comme dans les églises protestantes. C'est- Colmar aussi, Ouais. Agno avait ça, enfin Agno avait ça aussi, etc. Bon, on va continuer. J'espère que ça va aller. Bon, on arrivait déjà au mikvé. Alors le Et- mikvé, alors là on est sur le mikvé ancien. Vous avez un mikvé, alors je ne sais pas exactement l'époque, mais il est 18, à mon avis au moins 1741, probablement plus ancien. Bon, c'est un mikvé du type de ce qu'il y avait à Strasbourg, assez simple. L'eau, vous voyez, est en bas, mais elle est montée, là, elle est relativement basse. Quand je l'avais vue, il me semble un peu plus haute. Donc, apparemment, le niveau de la nappe est monté, hein, et donc, c'est un mikvé qui est inutilisable actuellement. Mais vous voyez qu'on descend très très bas, et c'est un peu corrodé. C'est l'ancien mikvé. Je pense qu'il y a à la hauteur de 10 mètres de profondeur de mikvé. C'est énorme. C'est énorme Ouais. parce que là, tu vois pas. Là, j'ai l'impression qu'on voit jusqu'au fond. Mais quand on y a été la dernière fois, on voyait absolument pas jusqu'où ça allait. Hein. Mais est-ce que les choses qu'on voit ici, c'est de l'eau ou c'est C'est de l'eau. un C'est vide? de l'eau. Alors, je peux te donner sa hauteur exacte. J'ai le bouquin, tu vois. C'est tout. Alors, je peux te dire ça dans 30 secondes. J'ai le plan du Miguel quelque part. Le bassin, le Miguel, il fait. Le bassin nénénien, 30 cm d'eau. Alors, ça, c'est autre chose. Le Miguel, premier bain de grande émotion, piscine et bain vestiaire. Non, je ne vais pas. Écoute, je vais chercher pendant que tu. On va Oui, non, continuer. mais je pense que c'est au moins 10 C'est très mètres profond. de profondeur. Oh, oui, au moins Bien. 10 mètres, au moins, peut-être plus. Ouais. Je ne sais pas d'où vient l'eau. Hein. Non, parce qu'on est au sommet de la colline. Il faut savoir qu'on est au sommet de la colline. Hein. Emma, tu es encore avec nous? Oui, je suis là. Ah, ben vas-y, J'essaye Nous dire fais-le. j'essaye de récupérer mon oncle, mais j'y arrive pas. Bon. Bon, bah écoute, on continue. Hein. Par rapport au mikvé, tu connais. Voilà, Ah, il est là. Quelle est la profondeur du mikvé, Alain? Voilà. Alors, c'est troisième ou quatrième ordinateur? voilà, c'est le second. Mais je me suis rapproché de la boîte mail. Là, je m'appelle Moïse, hein, donc je suis sorti des eaux et je suis de nouveau parmi vous. Hein. Là, vous avez une vue sur l'un des mikvés. Nous avons deux mikvaot. Celui-là, c'est le plus ancien. Il a été creusé à même la roche. Bien sûr, il se trouve au sous-sol. Et l'eau que vous voyez, c'est de l'eau d'infiltration. C'est pas directement de la nappe phréatique.
ça vient, d'après les dires des scientifiques, de très anciennes canalisations qui se sont brisées et c'est de l'infiltration d'eau qui arrive. Ça, c'est le mikvé qui, bien sûr, n'est plus utilisable, il est très dangereux. Le niveau d'eau fluctue en fonction des saisons. Et d'où vient cette eau? Il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, le commandant Cousteau a exploré ce qu'on appelle le fontaine de Vaucluse, c'est-à-dire un gouffre d'où il y a une résurgence d'eau. Et en mettant des colorants là, on les retrouvait quelque temps après à Fontaine de Vaucluse, à 25-30 km de cette synagogue, et vice-versa. Donc, c'est le signe d'une nappe phréatique qui se trouvait, qui alimentait l'eau de ce mikvé. Ça, c'est le premier mikvé. Le second, je ne sais pas si on va le voir, trouve… Alors, je continue avec les photos. Je trouvais ça. Oui, alors là aussi, je la découvre. Vous êtes un chercheur passionné. C'est c'est des coupes géologiques. Hein. Ouais. Vous voyez l'escalier qui permet de descendre et puis les roches empilées, les roches médiévales qui se sont empilées les unes sur les autres pour justement faire ce mikvé. Voilà. Ça, c'est aucun des deux mikvés actuellement dans la synagogue. Hein. Parce que je ne sais pas d'où il vient celui-là. Non, non, c'est pas celui-là. Le dessin qu'on a eu, la coupe géologique, c'est pas un des… Oui. Il a un seul renvoi d'escalier, alors qu'actuellement, on en a, je crois qu'il y en a 6 ou 8 des renvois d'escalier. Donc, c'est un mikvé beaucoup plus récent, qui est d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas un des deux mikvés qu'on a actuellement. Ça peut pas, hein. Le mikvé que vous avez vu, il y a 7 paliers de marche. 7 paliers de marche avec à peu près 8 marches. Il fait 56 marches, ça fait une quinzaine de mètres. Hein. Ouais. Une quinzaine de mètres, d'accord. Et là, ça, vous c'est le mikvé actuel qui est utilisé. Ça, il n'est plus utilisé non plus. Donc, ça, c'est le plus récent qui a été construit, on pense au XVIIIe siècle. Vous voyez, voilà, il y a vous voyez donc les 7 marches, vous voyez un système de pompe, parce que de l'autre côté du mur de la pompe, il y a un bassin où on pouvait chauffer l'eau. Il y a la cuve, et dessous la cuve, il y a un âtre qui permettait de chauffer l'eau et ensuite de remplir le bassin. Bon, ce n'était pas de l'eau chaude. L'eau, on autorisait, c'était de l'eau froide et on autorisait, les rabbins de l'époque, autorisaient à ce que l'on mette environ 30% d'eau chaude. Pas 50-50, mais 30% d'eau chaude à l'intérieur de ce bassin, d'une contenance, si je m'en souviens bien, d'environ 350 litres. Voilà. D'accord. Non, un mikvé fait au minimum 700 litres. Hein. Ou 700, je ne sais pas, je me rappelle. Il y a tellement de chiffres. Non, mais ici, on arrivait à la boulangerie, en fait, non? Oui, mais il y a une confusion. Là, vous avez vraiment des photos très anciennes. Hein. Il y a d'une part, à gauche, là, et
là, à gauche, vous avez la boulangerie où l'on faisait le pain. Non, je suis en train de me bourrer là. Là, vous êtes dans la boulangerie où on faisait les pains Azim. Vous voyez la table de pétrissage avec, vous voyez à gauche, à droite, la table de pétrissage avec une poutre qui est en train de s'élever et qui était amovible, ce qui permettait de pétrir la pâte. Et ensuite, vous avez ici le four, mais alors ça, c'est le four pour le pain normal, parce qu'il y a deux boulangeries. Donc ça, c'est une partie de la boulangerie Matzot, et ça, c'est une partie de la boulangerie où on fait les pains où on fait les pains normaux. Voilà. Voilà, je continue. Alors là, on retourne dans la boulangerie des pains Zim. Donc, ils avaient installé ce mécanisme qui permettait d'aplatir la pâte. On en faisait passer la pâte dans des rouleaux, elle était aplatie. Ensuite, ils la mettaient en forme. Alors ici, on appelait les pains Azim, on les appelait les coudoles. Elles étaient un peu en forme. Alors, coudole, c'est un terme provençal qui veut dire pavé. Donc, elles étaient un peu en forme de ovale, hein, un peu ballon de rugby, mais à plat. Et la machine qui se trouve à droite permettait, en faisant passer cette pâte dans cette machine, elle faisait les encoches nécessaires pour que l'on voit encore aujourd'hui dans les pains Azim. Ensuite, ça allait au four. Est-ce que le four fonctionne encore? Est-ce qu'on peut allumer encore le four? On peut, mais on voulait, parce que pour le fun, on voulait l'année dernière refaire des matzot, mais bon, on a quand même pris la précaution de faire venir un ramoneur. Et bon, après étude, même 2 ramoneurs sont venus, et après étude, ils ont dit: moi, je ne ramène pas ces cheminées, elles vont tomber en ruine, donc ne vous abusez pas de faire du feu. Donc celle-là, la cheminée des matzot, on aurait pu la faire remarcher si la cheminée était encore en état, tandis que l'autre, celle qui faisait les pains normaux, celle-là, bon, nous ne pouvons pas l'utiliser, elle remarche bien, mais elle passe dans les conduits qui appartiennent aux maisons mitoyennes. Donc, voilà, la cheminée n'est plus à nous, parce que après la fin du ghetto, tout le quartier juif où ce qui a été reconstruit a été vendu à la découpe. Hein. Et nous, il nous en reste une partie simplement. D'accord. Voilà. On est arrivé maintenant au cimetière. Pardon? Le cimetière. Ah, le cimetière. Alors, le cimetière. Voilà, alors bon, comme la synagogue, il s'agit d'un monument historique, hein. Ce cimetière nous appartient. Il est situé en dehors de la ville. Il est grand. En fait, nous avons 2 parties. Il est en 2 parties. La première partie, elle a 2 hectares environ, et une autre partie qui a environ
1 hectare 4, mais qui est vierge, il n'y a pas de tombe, il n'y a rien. Et cela, à l'époque, servait de y planter des arbres fruitiers et des mûriers pour faire de la soie et pour nourrir les personnes indigentes. Donc le second terrain servait à ceci. Ce cimetière-là, lui aussi, est divisé en 2 parties. Il y a la partie que vous voyez, bon, vers la gauche, il y a la partie moderne, si vous voulez, avec les tombes plus récentes. Un recensement a été fait en 1960-70. On a recensé 860 tombes, mais ça, c'est pas ici. Hein. Non, Ça, c'est pas notre... C'est pas le vôtre. Non, je pense qu'on est là. Je pense qu'on est à l'île sur Sorgue, mais certainement. Et on n'est pas à Carpentras. Par contre, là à côté, à gauche, c'est bien une tombe de chez nous. Donc, ce cimetière, il y a une grande partie à l'entrée, devant la grille principale, il y a une grande partie de terrain que nous ne pouvons pas utiliser car nous savons qu'il y a des tombes dessous. Parce que jusqu'à la Révolution française, les Juifs étaient autorisés à enterrer leurs morts, mais n'avaient pas le droit de mettre des pierres tombales ni des stèles. Et surtout pas de nom sur les pierres tombales et les stèles. Donc, les premières tombes qui apparaissent chez nous, la première, c'est en 1803 ou 4, une dame s'appelait Piette Pinaride, dont c'est la première stèle visible, si vous voulez. Tout le reste est caché, mais on ne l'utilise pas justement à cause de ça. Mais cependant, on a beaucoup de place. À l'époque, on avait le droit d'enterrer que les Juifs de Carpentras. Maintenant, le cimetière est accessible à toutes les personnes décédées. Mais voilà. C'est qui est encore en activité. Oui. Le dernier enterrement a eu lieu pendant le confinement. Hein. Ça a été... moi, personnellement, j'y étais pas, mais ça a été très restreint. Hein. Donc, mais il est toujours en activité. Je vous ai dit qu'on avait recensé 860 tombes, mais depuis 40-45 ans, il y a d'autres décès qui se sont ajoutés. Et ça, c'est dans le cimetière. Et on est en train de recenser, de re-recenser tout et de l'informatiser. Voilà. Alors, je passe aux dernières photos. Oui, il en manque beaucoup. Hein. Alors, le cimetière il y a 30 ans. Pardon? Ah, on ne vous attend plus. Ah oui, ça c'est bon. une période qu'on veut oublier. Hein. C'est pas la tombe, ça c'est la tombe de Madame Emma Ullmann, mais c'est pas la tombe de Monsieur Germont qui elle a été profanée et qui nous a fait hurler de rage. Donc voilà, c'est en 85. Hein, Au 85, il y avait profanation. De mémoire de date.
Alors, dans ce cimetière, il n'y a pas d'illustres personnes qui sont enterrées, mais il y a quand même une chose qu'il faut dire. On retrouve beaucoup de noms provençaux qui s'assimilent à des noms de villes. Vous avez des villes s'appelées Avillon, Cavaillon, Carcassonne, Valabrègue, Carpentras, etc. Et nous avons également dans ce cimetière, par exemple, enterré Madame Suzanne Dreyfus, la sœur aînée du capitaine Dreyfus, qui après son procès et son acquittement est venue se reposer plusieurs mois à Carpentras. Nous avons également les tombes de la famille Crémieux, le fameux Crémieux qui a fait accorder la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Nous avons également la famille comment il s'appelle, celui qui a fait le divorce, le député, le nom, Naquet, qui était aussi député à Paris, et c'est lui qui est à l'origine de la loi sur le divorce. Nous avons le docteur Cavaillon. Alors, ça ne dit rien, mais disons, c'était le docteur des pauvres. Il est enterré donc dans ce cimetière et la ville reconnaissante lui a attribué une place, la place du docteur Cavaillon, à proximité de la synagogue. Il y a aussi une caractéristique, c'est que comme on ne faisait pas de caveau, les juifs aisés, il faut le reconnaître, faisaient ce qu'on appelle des carrés familiaux. C'est-à-dire qu'ils prenaient 20, 30, 40 mètres carrés entourés de grilles et on enterrait la famille dans ces carrés familiaux. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur ce cimetière. Voilà. Donc, je regrette, mais vous n'avez pas pris les bonnes photos. Il y en a d'autres, si vous allez sur Internet, vous allez sur le mail de la synagogue, vous en trouvez des centaines. Voilà, parce qu'il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque donc le bas. Le bas, nous avons sur le bas, donc au rez-de-chaussée, nous avons la salle de prière pour les femmes qui maintenant nous sert de salle de prière, d'oratoire en hiver, et c'est là qu'on fait toutes nos séoudas, nos sédères, etc. Nous nous rassemblons. Bon, la contenance est limitée, mais on arrive à 70-80 personnes. Ensuite, nous avons les deux mikvaot, les deux boulangeries. Ensuite, si on monte à l'étage, vous n'avez pas vu la chaise du prophète Élie. On a vu ça. Voilà, derrière vous, on la voit sur votre droite, on voit la chaise du prophète Élie, qui date du XVIIe siècle. Et donc, bon, vous savez ce que signifie ce fauteuil, bien sûr. Donc, voilà, la voilà en chair et en os, si on peut dire. Nous avons également une très ancienne Hanoukia,
de 1700. Hein. Donc, il y a pas mal de choses. Derrière les claustras que je vous ai montrés au début, où se retrouvaient les femmes, nous avons environ 400 livres anciens, des Talmuds, des Tephiloth, nous avons pas mal de livres qui ont été imprimés un peu partout en Europe. Hein. Il y a des Amsterdam, Genève, etc. Parce que jusqu'à la Révolution française, il était interdit aux Juifs de Comtat d'imprimer des livres. Donc, ça se faisait en France et dans les pays étrangers, puis ensuite c'était ramené en douce à la synagogue. Les livres, il y en a de très anciens, le plus ancien parce que ça a été répertorié et on attend la muséographie pour y mettre, pour les sortir des caisses qui sont dans les claustras. On a le plus ancien, il date de 45 ans après l'invention de l'imprimerie de Gutenberg. Donc, on n'a pas de chance, on n'a pas eu d'incunable. Mais enfin, bon, voilà. Sur votre gauche, c'est-à-dire à votre droite, vous voyez la menorah et l'étage supérieur, où à l'époque se trouvait donc la teva, vous la voyez là, mais uniquement parce que c'était contraint et forcé. Dès que la révolution a eu lieu, la teva est revenue à sa place normale au bas. Voilà. Et sur les murs derrière cette teva, on a retrouvé des peintures. Une partie, l'autre partie, nous ne l'avons pas encore. Il y en a d'autres certainement, mais bon, les travaux ont été interrompus faute d'argent. Voilà. Donc, ils reprendront peut-être un jour. Voilà, en gros. Merci pour toutes ces explications. Si vous avez des explications, parce que voilà, on garde quelques minutes pour les questions, si vous avez ou des réactions. Oui. Je voudrais juste dire oui. qu'il y a donc un excellent bouquin qui s'appelle Patrimoine juif d'Avignon et du Comtat, qui est édité par les Guides du patrimoine. Oui, d'accord. Ça s'appelle les éditions Lieu-dit. Vous pouvez le commander un peu partout à Strasbourg. Et donc, c'est édité, ça a été fait par l'Inventaire du patrimoine et c'est vraiment très bon. Alors, vous avez une quinzaine de pages sur Carpentras, vous avez Cavillon, vous avez tout le Comtat Venessin et c'est absolument passionnant comme bouquin. J'en ai acheté 5 pour donner à des copains quand j'étais là-bas à l'automne en visite avec donc l'équipe d'arts et archéologues français. Ce bouquin, il est bien fait, mais on s'est bagarré pendant un moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une expression que l'on réfute totalement, c'est les Juifs du pape. Pour nous, ça signifie une domination des papes sur les Juifs, alors que les Juifs ont eu la réputation d'être un peu pas trop obéissants. Hein. Donc, mais il est bien fait ailleurs. Mais il n'est pas intitulé les Juifs du pape, il est intitulé Patrimoine juif d'Avignon et du Comtat. Oui, mais justement, il voulait l'intituler les Juifs du pape d'Avignon et du Comtat. Et on n'a pas voulu. Voilà. Bien. L'essentiel, c'est qu'il existe. Voilà. On garde un peu de temps pour les questions. Et je vois que Ingrid a fait une petite surprise. Elle est sur place. Et alors, on fait juste une pause au Cavillon. Bonjour Ingrid.
Bonjour. Alors, Maman. toujours, je rigole avec toi. Est-ce que tu es au cimetière? Mais aujourd'hui, tu es vraiment au cimetière. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse un petit tour? Voilà, si tu peux nous montrer. Hein. Montre-nous l'aqueduc qui est juste derrière. C'est très marrant, le cimetière est sous l'aqueduc, enfin, juste à côté. Oui. Donc là, on voit la tombe de l'instituteur Ayman, Hercule Ayman. Ah, donc là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Alors, juste pour expliquer, Ingrid se trouve à Marmoutier. Voilà, pour faire juste une pause entre le sud et Marmoutier. Voilà. Ingrid, peut-être dis en petit mot, qu'est-ce que vous faites aussi avec les vers des mémoires, les petits groupes que vous avez, etc. Oui. Oui, donc on a un petit groupe de 4 personnes et on se relaie donc, pour aller 1 à 2 fois par semaine faire un petit tour au cimetière. Et on va reprendre la suite du relevage des tombes, hein, parce qu'on avait fini de restaurer, enfin de nettoyer plutôt. Et donc, on va continuer mais pour l'instant, c'est un petit peu envahi par la végétation. Et puis, avant le confinement, il y avait un petit orage et des arbres sont tombés. Donc, le bruit, là, c'est mon mari qui est en train de couper les arbres. On essaie de dégager un peu. On l'embauche. Voilà, merci beaucoup Ingrid, merci. Au revoir. Bon week-end Voilà. à tous. Au revoir. Alors, on va retourner pour dernière 2-3 questions par rapport au magnifique sujet. Il y avait aussi un abattoir là, dans la synagogue. Au-dessus, une petite terrasse. Ah oui, il y a une Je me petite demande cour. comment. Et là, il y a tout un système d'adduction d'eau assez compliqué, puisque le mikvé 19e siècle, je pense qu'il n'est pas 18e, le mikvé récent, lui est alimenté par de l'eau de pluie. Il y a tout un système assez complexe qu'on a relevé quand on y était. Oui, d'accord. C'est assez amusant la manière dont c'est repris d'un bac dans l'autre bac. Enfin, mais ça marche. Voilà, bon, bah, ça a l'air de marcher. Oui, alors pour le cimetière, bien sûr, il y a des guénisas et que chez nous, ça marche par 2. Donc, il y avait une première guénisa qui est un monument qui symbolise les murailles de Jérusalem. Mais ce monument, il y avait donc une plaque pour y mettre les objets du culte, mais ce monument était tellement envahi par les herbes, par les arbustes, etc., qu'il était totalement ignoré. Et à côté, ils en ont construit un autre. Donc, nous avons 2 guénisas. Et par contre, il y avait une troisième guénisa à l'intérieur de la synagogue. Donc, bon, on a retrouvé quelques vestiges, mais ceux-là, pour le moment, ils sont dans un frigidaire à Arles. On attend de pouvoir les récupérer. Voilà. Merci. Alors là, la grande spécialité des guénisas en France, pour information, c'est Claire Decomte qui est avec nous, Monsieur Freund, qui est au musée Hommage à Paris. Donc, si vous avez une guénisa expertisée, je pense qu'elle prend le premier TGV, elle arrive. Hein. Oui, ça c'est clair. C'est clair, hein. On a fait ensemble celle d'Alsace, on en a fait 3 en peu de temps. Donc, pour ça, on est prêt à venir tout de suite. Enfin, moi, je ne viens pas, mais ça, elle viendra. Ouais. On la connaît, Claire. Donc, non, mais pour les guénisas, il n'y a qu'elle, hein, il n'y a personne d'autre en France. On a son livre aussi, je ne sais pas, oui. On a son le livre qu'on avait fait là, sur celle de Strat. C'est essentiellement d'Ambar. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait réagir par rapport aux choses qu'on a vues? Oh. Oui. Voilà. Vous pouvez activer le micro si vous voulez. Oui, j'ai juste une question. De quel rabbinat dépend Carpentras? Marseille. On est une synagogue consistoriale, bien sûr. On dépend directement du rabbin d'Avignon, parce que nous n'avons pas de rabbin. On dépend directement du rabbin d'Avignon, qui lui est supervisé. Enfin,
et hiérarchiquement sous le rabbinat de Marseille. Voilà. Et les membres de la communauté, vous êtes à peu près combien? Alors, nous sommes environ, disons, jauge, c'est compliqué, mais disons, inscrits dans nos tablettes, environ 150. D'accord. Femmes et mais bon, comme partout, il y a énormément de juifs qu'on ne voit jamais, ou à Kippour, les juifs de Kippour. Voilà. Et ça, on a du mal, ils ne sont pas recensés. Voilà. Mais on se débrouille, on y arrive. Ça se voit. Il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait plus d'office, il n'y avait plus rien. Et on a redressé la barre, d'abord sous la présidence de M. Hamar, mais lui, bon, c'était pas tout à fait, mais il a fait du bon boulot quand même. Et puis ensuite, avec le nouveau conseil d'administration, donc on a repris les travaux qui avaient été abandonnés. Et voilà, et puis bon, on a beaucoup de travail encore à faire. Et on est le président Benzekrit s'active activement pour des subventions. On est des schnorrs de première classe. Voilà. Continue comme ça. L'État nous aide. On est monument historique, mais comme la synagogue et le cimetière sont notre propriété, ils nous subventionnent, mais bon, ça dépasse jamais de 30%. Ensuite, nous avons la région, et avec Muselier et Estrosi, nous n'avons aucun problème pour obtenir des subventions. La mairie de Carpentras également, et le conseil général un peu moins, mais bon, ils sont pas trop destinés à ceci. Voilà. Nous organisons, vous le savez peut-être, pas cette année malheureusement, un important festival de musique juive. Emma peut vous en parler, puisqu'ils sont participés au festival de l'an dernier. Cette année, bon, il n'y en aura pas. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre? Je ne sais pas, si vous avez encore des questions. Et bon, ben, essayez de venir. Bon, certains sont déjà venus. On reçoit pas mal d'Alsaciens, Lorrains, qui viennent visiter, mais compte tenu du nombre d'Alsaciens lorrains, il en manque un peu. Hein. Ils peuvent venir et ils seront accueillis cette année. Cette année, c'est un peu tangent, hein, parce que on ne sait pas si on va rouvrir la synagogue avant les fêtes, avant Rosh Hashanah et Kippour. D'une part, parce que pour faire visiter, Monsieur Kahn doit le comprendre, c'est assez dur pour les distances de sécurité. Et puis, pour nous, ben on se fie à ce qu'a dit Korcha et le grand rabbin de Marseille, qui nous a dit la vie d'une personne vaut plus que 1000 prières. Donc, pour l'instant, comme on est beaucoup des vieux, donc il faut nous protéger. Voilà. Bon, merci énormément pour cette visite. Merci beaucoup. Je peux vous poser une question? Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question avant qu'on termine.
On m'a dit que lundi, vous seriez à Weiterswiller. Voilà, je voulais annoncer ça avant qu'on termine parce que je sais qu'il y aura quelques réactions dans le public. Voilà. Moi, ma famille maternelle est enterrée à Weiterswiller. Donc, ma grand-mère, j'ai passé ma jeunesse à Weiterswiller. Donc, je serai à l'écoute. Alors, on continue lundi. À 2h. Le cimetière de Weiterswiller, vue imprenable. Eh oui. Magnifique, sur cette colline. Il est magnifique. Il est magnifique, en pleine nature. Calme, vue extraordinaire. Mais on n'y a pas touché, heureusement. Voilà. Alors, on va visiter la synagogue, l'église, le cimetière, la communauté, et etc. La communauté de Weiterswiller. Oui. Alors, quelqu'un veut réagir rapidement avant qu'on termine par rapport à la communauté de Weiterswiller? Non, parce que moi, du temps de ma grand-mère, quand on y habitait, bon, une famille, les NL. Et, bon, on garde tout ça peut-être pour lundi. Et on aura aussi beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On allait à pied à la synagogue de Buxwiller ou d'Ingwiller. Le Shabbat, on se tapait à pied tout ce chemin. Voilà. Bon, merci énormément. Merci beaucoup. Merci à vous tous encore une fois. Et juste pour vous informer, on continue lundi, mercredi, vendredi. J'ai déjà fait une programmation pour les 2-3 semaines. Alors voilà, on reste ensemble encore. D'accord, d'accord. Je vous dis Shabbat Shalom à tout le monde. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et on se voit lundi. Là, merci beaucoup. Shabbat Shalom.